Le panafricanisme est de base une doctrine sociale, politique et culturelle qui a pour but la promotion de la solidarité entre toute personne d'ascendance africaine où qu'elle se trouve dans le monde. Historiquement, l'idée naît aux États-Unis lors de l'abolition progressive de l'esclavage. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que le terme panafricanisme lui-même voit le jour dans le milieu intellectuel afro-américain dans un contexte de lutte contre la discrimination raciale. Aujourd'hui, au XXIe siècle, avec des réalités différentes, où en sommes-nous? Que signifie vraiment le terme culture africaine et que devraient être les objectifs du panafricanisme moderne? J'ai hâte d'en discuter avec nos invités. On les retrouve tout de suite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Samuel Faye. Ravi de vous voir, Ravi de vous rencontrer. Monsieur Bala Ndiaye, ça va bien? Ça va bien, oui, ça va. Ça va bien, installez-vous. Je suis très heureuse de vous recevoir sur le plateau. C'est partagé. Alors, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur ID, votre émission sur ITV où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour parler panafricanisme. Et je suis contente de vous avoir tous les deux, un acteur culturel, un conseiller aux affaires culturelles, Monsieur Bala Ndiaye, et un ancien leader associatif. Je ne sais pas pourquoi on dit ancien, parce que vous êtes toujours leader. On va en discuter. Oui. Oui. Alors, Monsieur Samuel Faye, pour la petite présentation, vous êtes directeur d'une des 4 écoles de ISM, qui est l'Institut Madiba. Parlez-nous un peu de ça. Alors, le Madiba Leadership Institute, c'est l'école panafricaine, l'école de développement du groupe ISM, une école qui poursuit l'ambition de former des cadres, des leaders capables d'apporter des réponses, des solutions aux problématiques qui aujourd'hui interpellent le continent. Donc, c'est une école panafricaine. L'ensemble des filières qui sont proposées correspondent à des enjeux panafricains. C'est la science politique, c'est les relations internationales, c'est la communication, les médias, l'art, la culture, la gouvernance territoriale, le management public. Donc plusieurs filières qui existent et qui sont corrélées à des défis. Notre approche a été simple. Elle a consisté à identifier des problèmes auxquels le continent est confronté et à dire qu'on allait monter des filières qui offrent des compétences à des femmes et des hommes afin que ceux-ci puissent apporter des réponses satisfaisantes à ces défis. D'accord. Donc, vous vous définissez comme panafricaniste? C'est une école panafricaine qui regroupe aujourd'hui plusieurs nationalités qui viennent de tout le continent, plus de 25 nationalités venant de tout le continent. C'est une école qui s'appelle Madiba Leadership Institute. Le choix de la dénomination n'est pas en soi gratuit. Oui. Madiba, c'est le nom tribal, le nom africain de Nelson Mandela, pour marquer notre ancrage, notre ambition d'apporter des réponses globales, des réponses satisfaisantes à ces problématiques du continent africain. On reviendra sur les problématiques, bien sûr, du continent africain tout le long de l'émission. Monsieur Bala Ndiaye, d'abord, je dois vous remercier de nous recevoir ici au Centre culturel Blaise Senghor, dont vous êtes le directeur. Parlez-nous un peu des activités du centre. Bon, le Centre culturel Blaise Senghor, c'est le centre culturel régional de Dakar. Parce que dans chaque région du Sénégal, il y a un centre culturel qui s'occupe de la coordination de l'activité culturelle. Donc, on a comme mission principale de promouvoir l'art. Donc, les filières musique, théâtre, danse, tout est culture urbaine. Donc, comme étant au cœur de la capitale, donc naturellement, on a beaucoup d'activités. Donc, les sollicitations sont nombreuses, mais on essaie de répondre aux uns et aux autres en mettant à la disposition du public nos espaces comme vous. Et je suis heureux de vous accueillir ici. Et je me félicite aussi de votre engagement par rapport au développement des arts. Aussi remercier M. Faye pour tout ce qu'il fait pour la formation de nos jeunes leaders. Merci à tous les deux. Donc on parle culture, bien évidemment. On parle aussi Afrique. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit culture africaine? Alors, en soi, quand on parle de culture africaine,
Le premier mot qui me vient à l'esprit est le mot diversité. En soi, il y a une diversité culturelle réelle au niveau du continent. Le deuxième mot, ou l'un des deuxièmes mots qui me vient à l'esprit, c'est héritage. La culture, c'est un élément d'héritage, c'est un élément d'identité qui détermine notre être, qui détermine nos actions, qui organise, qui régit la vie sociale. La culture, aujourd'hui aussi, ça renvoie pour moi à la richesse du continent, à l'esprit d'innovation, à tous ces jeunes entrepreneurs, à toutes ces personnes qui sont dans le secteur culturel et qui veulent apporter des réponses, qui veulent apporter des solutions aux problématiques de ce secteur, à tout cela qui nous font vivre, qui nous inspire, qui donnent un sens à notre africanité. Donc la culture, ça renvoie à tout cela pour moi. C'est un élément extrêmement important. Je pense que l'une des forces de notre pays et du continent africain de manière générale, c'est sa culture qui est extrêmement riche, qui devrait être revalorisée, qui devrait être replacée au centre de la vie de la nation. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là que le mot culture m'inspire. Mais on parle de richesse, on parle de diversité, bien évidemment, et on parle de tout un continent. Et moi, la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle culture africaine, je me demande si ça existe, la culture africaine. Pourquoi? Parce que quand on est ici au Sénégal, les valeurs et la culture sénégalaise peut être différente de celle de la Centrafrique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai. C'est pour ça que j'ai employé le mot diversité, pour montrer qu'il n'y a pas une culture africaine partagée par tous qui organisent tout. Bien évidemment, il y a des valeurs assez partagées au niveau du continent, mais il y a une diversité culturelle. La culture, c'est le reflet de la vie sociale. La culture, c'est des solutions, c'est des réponses que des hommes et des femmes ont apportées à leur environnement, à leurs préoccupations contemporaines. Donc, dans ce sens, il y a des cultures africaines, dans le sens où que l'on soit au niveau du continent, des hommes et des femmes ont cherché, à travers les problèmes auxquels ils ont été confrontés, à apporter des réponses à tous les niveaux, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan social. Donc, la culture est le ciment de tous ces éléments-là qui organisent notre vie sociale. Et elle est le reflet, je le disais, des préoccupations de l'instant présent, des préoccupations du moment. En ce sens, on ne peut pas dire qu'il y a une culture, une indivise centrale qui regroupe tout le continent africain, mais il y a une diversité. Mais l'on se permet quand même, parfois par abus de langage ou dans un esprit fédérateur, de dire qu'il y a la culture africaine. Pourquoi? Parce qu'en Afrique également, il y a une somme de valeurs communément partagées par par les habitants du continent. Et justement, je veux qu'on en parle de ces valeurs africaines. Monsieur Ndiaye, si on devait revenir justement sur les valeurs de l'Afrique, pour être concret, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes comme ça qui vous marquent et qui vous semblent importantes? Voilà. Dès qu'on parle de culture africaine, on met l'accent sur l'oralité. On a une culture orale, voyez-vous. Et comme valeur aussi, on a la solidarité, l'unité, le partage. Avant, on mangeait ensemble, en famille, autour du bol. Donc, on a ces valeurs autour du bol-là qu'on puisse transmettre à la jeune génération. Donc, on parle de Teranga ici, mais on parle aussi de Nyatiga à côté, au Mali. Donc, ce sont ces valeurs comment on l'appelle encore, partage, solidarité. Voyez-vous, dès qu'on parle de culture, c'est unité, partage, solidarité. Et c'est intéressant que vous dites ça parce que est-ce que ça veut dire que, bon, à l'heure d'aujourd'hui, si on entre dans les familles, je pense qu'on peut compter beaucoup de familles qui justement perdent ce fait de ne plus manger autour du bol. Vous avez donné cet exemple de manger à table, chacun son assiette. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une perte de valeur à ce niveau-là? Voilà, à ce niveau, j'ai mis l'accent sur l'oralité. Parce qu'avec les nouvelles technologies, ces valeurs-là commencent à se dégrader. Parce que vous entrez dans une famille, chacun, le monsieur est avec sa tablette, la maman, l'ordinateur, ainsi de suite. Il n'y a pas de lien de communication, il n'y a pas de partage. Ce qui fait que donc, on a beaucoup de difficultés. Parce que tout se réglait autour du bol. Mais maintenant, chacun est à son coin, connecté au niveau des réseaux sociaux, donc il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de partage.
Oui, il y a une certaine individualité qui s'installe. Voilà. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, vous pourrez nous donner chacun une solution pour ne pas aller vers l'individualisme ici en Afrique. Pour l'instant, revenons un peu sur le panafricanisme, justement. Il y a certains auteurs, des experts en panafricanisme qui font la différence claire entre le panafricanisme négro-américain, donc justement ce panafricanisme qui est né aux États-Unis après l'esclavage et même ensuite pour faire lutte à la discrimination raciale des Afro-Américains, et le panafricanisme africain qui est né, disons, pendant la décolonisation avec des leaders comme Kwame Nkrumah, etc. Selon vous, est-ce que c'est important de faire cette distinction entre ces deux sortes de panafricanisme? Alors, distinction, non, pas nécessairement. Dans la mesure où je considère que ces concepts, ces idéologies, ces visions du monde sont le reflet des préoccupations rencontrées par des acteurs à un moment donné dans un contexte bien défini. Toutes ces théories, ces concepts, ces visions sont appelées à évoluer. Le panafricanisme a évolué en fonction des combats, en fonction des causes, en fonction des défis qui ont interpellé les différents acteurs de ce panafricanisme. Oui, le panafricanisme aux États-Unis a été marqué, aux États-Unis au niveau des diasporas, a été marqué par une volonté de créer une vision unificatrice qui regroupe tous les peuples noirs autour d'une même idéologie et qui visait à prôner un retour au pays, qui visait également à se défendre contre une discrimination extrêmement violente dont les Noirs étaient justement victimes. Donc naturellement, quand on se défend contre l'oppression, quand on se défend contre des théories scientifiques qui veulent vous ramener à un niveau inférieur et qui se permettent de vous comparer aux singes, votre approche elle est différente de celle du panafricanisme de l'instant présent. Donc le panafricanisme s'est érigé en réaction contre ces discriminations, contre cette violence et a apporté une théorie unificatrice. Au niveau du continent africain, on parle de l'ère Nkrumah, on parle de la période de la négritude, on parle de plusieurs conceptions différentes du panafricanisme. La conception senghorienne de l'Afrique unie n'était pas celle de Nkrumah, mais les pères du panafricanisme, en l'occurrence Nkrumah et tant d'autres, estimaient qu'il fallait créer des États-Unis d'Afrique. Donc c'est une idéologie unificatrice qui crée un gouvernement, une république africaine, avec un gouvernement central, avec une entité politique qui régit, qui organise le continent. Et là également, comprendre que cette idéologie, cette doctrine portée par Nkrumah et par ses contemporains s'érigeait en réaction contre quoi? Contre une logique de décolonisation, contre une oppression dont le peuple africain était victime. La traite négrière était terminée, l'esclavage était en partie aboli, l'esclavage officiel, mais l'on constatait que les États africains étaient toujours soumis à une autorité qui était celle des États, celle des colons. Et conséquence à des autorités étrangères, comme vous dites, et conséquence, cette doctrine a vu le jour. Cette doctrine aujourd'hui a connu des évolutions. Si on parle du panafricanisme aujourd'hui, est-ce que les tenants du panafricanisme veulent des États-Unis d'Afrique? Certains le prônent toujours. Oui. D'autres font de cette idéologie ou de cette doctrine, de cette vision du monde, je préfère, une somme de valeurs qui doit imprégner de sa substance toute la société africaine et permettre aux Africains de prendre leur destinée en main, permettre aux Africains de pouvoir davantage interagir à travers une intégration forte, une intégration effective qui soit économique, qui soit politique, qui soit culturelle, mais aussi une intégration citoyenne. C'est un élément dont on ne parle pas. Mais l'intégration des cœurs, le fait de se sentir appartenir à une nation, mais également à un ensemble plus grand, qui est celui du continent africain, c'est la nouvelle conception, à mon humble avis, du panafricanisme contemporain. Et c'est intéressant, on parle de panafricanisme contemporain, donc vous voyez une évolution dans ce terme. J'ai eu à découvrir beaucoup d'auteurs qui, eux, voulaient cette distinction totale, M. Ndiaye, entre les Afro-Américains et les Africains, justement à cause de la lutte qui n'est pas la même, parce qu'on a parlé de l'esclavage, qui nous touche, qui touche l'Afrique et les États-Unis, mais après ça, la discrimination raciale dont vous avez parlé,
que les Afro-Américains vivent et les réalités que eux ils vivent aux États-Unis sont différentes. Donc les combats sont pas les mêmes. Nous on parle plus donc c'était la décolonisation, c'était le contrôle sur nos entités politiques, notre économie, notre société, etc. Vous personnellement, est-ce que vous pensez que c'est important de faire cette distinction? C'est important parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. Parce que pour les Américains, c'est lutter contre la discrimination. Mais quand on parle de panafricanisme africain, ça visait l'intégration. C'est l'unité même. Parce que quand les Nkrumah et autres, Cheikh Anta déclaraient ce qu'il-là, parce que c'était au-delà même des frontières et de la colonisation, pour qu'on puisse avoir une unité politique, économique, culturelle. Voyez-vous? Donc là, c'est beaucoup plus profond. Parce que quand on parle d'intégration, on fait ellipse des frontières qui ont toujours été problématiques. Donc maintenant, il fallait porter un discours pour que tout un chacun, que ce soit sénégalais, sud-africains et autres, que je puisse me retrouver dans ce discours-là et œuvrer pour le développement de notre continent. Oui. Et justement, c'est ça même la définition du panafricanisme de base. C'est cette solidarité entre tout ascendant africain, les peuples africains, n'importe où qu'ils soient dans le monde, même si les luttes sont différentes. On a parlé de beaucoup d'éléments importants. Vous avez parlé de cette unification entre les États africains, vous avez parlé du rêve des États-Unis d'Afrique, etc. C'était une utopie qui était très présente pendant les indépendances. Cette idée d'avoir les États-Unis d'Afrique, de relier tous nos pays, et justement, comme vous le dites, les frontières ont toujours été problématiques. À l'heure d'aujourd'hui, quand on voit l'échec de grandes entités comme la Fédération du Mali, par exemple, ou la Sénégambie, qui avait pour objectif justement cette unification, tout d'abord, j'aimerais vous poser la question, à votre avis, pourquoi ces échecs-là? Et ensuite, après ces échecs-là, est-ce qu'on peut toujours espérer cela, espérer cette unification entre les pays d'Afrique? Alors, ces échecs sont dus à une divergence de vision. La vision portée par Senghor n'était pas celle portée par Kwame Nkrumah, n'était pas celle portée par certains de ses contemporains. Donc il y a une divergence de vision, n'était pas celle portée nécessairement par Sékou Touré. Une divergence de vision, un leadership différent, avec des personnalités très fortes qui peinent à évoluer ensemble dans une trajectoire commune. Et la conséquence a été justement l'éclatement de certaines de ces initiatives. Mais qu'à cela tienne, est-ce qu'aujourd'hui on peut rêver des États-Unis d'Afrique? C'est une question qui nous interpelle. Il y a des préalables. Il faut que l'Union africaine soit d'abord une organisation réellement forte, une organisation autonome en termes de financement, une organisation politique forte qui peut prendre des positions, qui a une participation géopolitique beaucoup plus forte que ce à quoi nous avons droit, qui s'intéresse ou qui parvient à impacter davantage à travers son action les différents pays d'Afrique. Aujourd'hui, le citoyen sénégalais, il sent relativement l'impact de l'Union africaine. On fonctionne, on vit. C'est comme si l'Union africaine n'existait pas pour beaucoup. Politiquement, des choses se font. Je ne suis pas en train de décrire leur bilan. Mais je dis le rattachement à cette institution est encore assez faible. Les citoyens ne le connaissent pas. Les élections du représentant, du président de la commission, les élections se font parfois dans le plus total désintérêt par rapport à la vie des citoyens. Les citoyens ne manifestent pas toujours un intérêt pour ces questions parce qu'ils ne sont pas nécessairement informés. Donc il faut que cette organisation, sur le plan politique, soit beaucoup plus forte. Il faut que cette organisation puisse travailler à développer des programmes panafricains. Moi, je suis dans le secteur de l'éducation. J'ai toujours milité pour l'équivalent d'un programme Erasmus panafricain. Quelle est la destination de nos étudiants? C'est l'Europe, c'est l'Amérique. Donc aujourd'hui, les programmes d'échange, les programmes de coopération, les programmes de recherche, la mobilité estudiantine entre nos écoles africaines, elle est extrêmement faible. Le rêve du citoyen, du jeune étudiant sénégalais, c'est souvent d'aller en Europe. Donc, oui, parce que c'est toujours présenté comme cet Eldorado. Bien sûr. Donc tous ces problèmes-là aujourd'hui nous interpellent.
l'intégration africaine doit précéder, l'intégration africaine réelle, effective, efficace, qui permet d'apporter des solutions régionales aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés, doit précéder cette vision des États-Unis d'Afrique. Et il faut que nos gouvernants puissent s'inscrire donc dans une trajectoire commune de consolidation de cette intégration à tous les niveaux, dans l'éducation, dans les programmes éducatifs de base, dans la manière dont on forme l'apprenant. Est-ce qu'on développe une allégeance citoyenne forte vis-à-vis du continent africain? Toutes ces questions nous interpellent. Et comme je le dis, pour moi, l'intégration des cœurs, l'appartenance à une communauté africaine globale est un préalable fondamental aux États-Unis d'Afrique. Sinon, on aura une entité politique, on dira oui, on a pu mettre en place les États-Unis d'Afrique, mais les personnes ne se sentiront pas. Mais ce sera juste symbolique, les gens ne se sentiront pas concernés. On se rend compte que déjà, au niveau des pays, on a des problèmes de vivre ensemble. Aujourd'hui, dans certains pays, la citoyenneté, elle est en train de partir en vrille. Il n'y a pas de citoyenneté forte, il n'y a pas une allégeance à une nation réelle. Vous avez des conflits ethniques, vous avez des conflits religieux dans certains pays du continent. Donc, dans certains pays, on n'a même pas encore réglé le problème de la nation. Parce que la nation résulte d'un commun vouloir de vivre ensemble. Donc, c'est déjà un problème qu'il faut régler à la base et ensuite, à une échelle plus large, régler le problème lié à l'allégeance panafricaine. Donc pour moi, il y a des chantiers qui nous interpellent. Il y a beaucoup de chantiers. Vous avez dit beaucoup de choses importantes sur lesquelles je veux revenir. Je vais tout d'abord revenir avec M. Ndiaye sur cette divergence de vision dont M. Faye a parlé par rapport à l'échec d'une institution comme la Fédération du Mali. Moi, je vais y aller directement, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est vraiment une divergence de vision uniquement ou est-ce que cette divergence de vision est raccrochée à un besoin de pouvoir? Je m'explique. Pour réaliser les États-Unis d'Afrique, il faut le sacrifice de l'individu pour le bien de la collectivité. Voilà. On s'entend. Les États-Unis d'Afrique veulent dire beaucoup de choses. Ça veut dire un État, un président, etc. Les hommes de pouvoir devraient, certains en tout cas d'entre eux, devraient renoncer à ce pouvoir pour le bien de tout un continent. Est-ce que vous ne pensez pas que le bas blesse à ce niveau-là et que chacun voulait justement être président de son pays, tout simplement? Voilà, on a tellement hérité de difficultés de la colonisation, ce qui fait qu'il fallait régler d'abord, comme il l'a dit, la question culturelle. D'abord, il fallait qu'on puisse avoir une identité forte avant de prétendre à un développement économique ou bien. Pour moi, la culture devait primer d'abord. Voyez-vous, qu'on puisse se retrouver autour d'un idéal, que nous puissions avoir sous une bannière commune, aller vers le développement du continent. Tel n'a pas été le cas, parce qu'on a hérité de frontières. Chacun s'est cantonné, dire que moi je suis sénégalais, l'autre je suis malien. On n'a pas réglé cette question, d'où les échecs dont vous faites état. En tout cas, comme l'a dit notre président Senghor, pour asseoir un développement, il faut d'abord régler la question culturelle. Voilà. Aucun développement économique n'est possible sans pour autant avoir un soubassement, un substrat culturel vraiment profond. Très solide et très profond. Ouais. Ce qui fait que, comme il l'a dit, on a comment vouloir vivre ensemble, ce qui fait que tout ce que l'humanité a réussi, on l'a fait ensemble. Donc il fallait régler cette question culturelle, tel n'a pas été le cas. Et ça nous rattrape. Donc il faut régler cette identité. On a beau épiloguer sur les questions économiques et autres, mais il faut réconcilier le continent avec son identité. Ouais. Les jeunes ont besoin de repères. Oui. Ce que nous cherchons ailleurs, on l'a ici. On se réjouit que l'école soit dénommée Madiba Institute. Ça commence d'abord. On a des valeurs ici en Afrique qu'il faut exhumer, montrer à la jeune génération. Donc il faut régler cette question culturelle pour pouvoir prétendre à un essor, à un développement économique. La question culturelle, on va y revenir tout à l'heure. J'ai beaucoup de questions pour vous par rapport à ça. Et aussi ce que vous faites justement à Madiba Institute, vous allez nous en parler. Tout à l'heure, Monsieur Faye, vous avez soulevé cette question-là qui est des conflits qu'il y a à l'intérieur des pays africains. Il y a une grande
instrumentalisation, pardon, de ces conflits-là. Comment en sortir? Comment sortir de cette instrumentalisation parce que ça bénéficie à d'autres? Le fait que, vous savez, c'est la phrase célèbre de diviser pour mieux régner. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Très bien. C'est une question très complexe. Il n'y a pas de solution miracle, sinon je serais recruté par les Nations Unies comme ambassadeur de la paix. Je pourrais faire le tour du monde et apporter des solutions aux différents conflits. Mais vous avez tout à l'heure parlé d'un pays, vous avez dit que la culture sénégalaise n'est pas la culture centrafricaine. Quand on prend le cas de la République centrafricaine, l'un des pays les plus riches du continent, l'un des pays les plus beaux du continent. Quand les explorateurs ont découvert ce pays, ils disaient qu'ils étaient tombés sur l'Éden, le jardin d'Éden terrestre, pour vous dire à quel point ce pays était formidable. Qu'est-il advenu de ce pays aujourd'hui? Un pays qui cherche à se reconstruire, certes, mais qui cherche à se reconstruire, donc à prendre sa destinée en main. Mais un pays qui, pendant plusieurs années, a été le territoire de conflits ethniques, conflits religieux, c'est les cas anti-Balaka, conflits de personnalités entre plusieurs leaders politiques qui ne partageaient pas la même vision. Et on se rend compte que ce pays est un échantillon qui peut nous servir de grille de lecture par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées. Parce que plusieurs puissances étrangères qui se sont relayées, la France, aujourd'hui on dit la Russie, qui est très proche du président et même de sa sécurité. Donc tout cela, parfois, nous interpelle sur les émissions étrangères possibles au niveau des conflits qui se produisent en Afrique. Oui, il y a une émission étrangère parfois au niveau de ces conflits. Ce ne sont pas des émissions nécessairement d'État qui s'impliquent dans ces conflits, mais c'est parfois des firmes, des entreprises étrangères qui ont une puissance financière parfois supérieure à celle des États, qui peuvent alimenter telle rébellion, qui peuvent armer tel groupuscule et qui veillent à entretenir le chaos. Pourquoi ce chaos est entretenu? Parce qu'il fait parce qu'il fait le jeu de certaines de ces superpuissances ou de ces entreprises, de ces firmes qui sont là. Donc oui, l'Afrique est le territoire de beaucoup de conflits et dans certains de ces conflits, l'émission étrangère est réelle. Nous pouvons fortement suspecter plusieurs problèmes qui ont été rencontrés au niveau du continent d'avoir donné lieu à des émissions. Mais comment régler ce problème? Pour moi, c'est d'abord par l'éducation de base. Tout passe par l'éducation. Quand il n'y a effectivement pas un commun vouloir de vivre ensemble, quand il n'y a pas de nation, parce que certaines frontières ont aussi été dessinées par les superpuissances. Donc quand il n'y a pas l'État-nation qui précède les entités politiques, quand la nation ne précède pas l'entité politique, quand les individus n'ont pas envie de vivre ensemble, il y a un problème. Et comment corriger ce problème? Il en a tout à l'heure parlé, j'ai été content de l'entendre évoquer l'importance de la culture dans l'éducation. Parce que si on développe une allégeance citoyenne forte, si dès le bas âge, le jeune est baigné dans une forme d'atmosphère où les contes vont venir féconder son imaginaire, où les programmes éducatifs, les ouvrages qui sont étudiés à l'école lui permettent de mieux appréhender son histoire pour raffermir sa fierté nationale. Si tous ces éléments-là sont mis en place, si au niveau de la cellule familiale, l'on veille à transmettre certaines valeurs à ces personnes, il n'y a pas de risque d'éclatement d'une nation. Et c'est ce que l'on ne fait pas assez. Nous allons chercher loin, mais même au Sénégal, on peut se rendre compte que nos programmes éducatifs sont parfois orientés vers des problématiques, des questions, des doctrines qui ne sont pas liées à nos réalités. Et cela nous interpelle sur ces différents sujets. Et justement, on parle d'éducation de base, de système éducatif, parce que c'est vrai, ce que nous avons appris à l'école, par exemple, nos ancêtres les Gaulois, ce ne sont pas nos ancêtres à nous. Donc, est-ce que, M. Ndiaye, il faudrait changer tout le système éducatif pour le rendre plus culturellement approprié? Voilà. Il faut procéder à ce changement parce qu'actuellement, l'État du Sénégal a un chantier de réécriture de l'histoire du pays d'abord. Mais aussi, un autre pari doit être mis sur la question des langues nationales qui doivent être intégrées dans le système éducatif. Voyez-vous,
Parce que là, depuis qu'on nous a appris, quand on était enfant, l'histoire, bon, c'était pas ça. C'est pas notre histoire. Voilà, c'est pas notre histoire. Alors que le continent, l'Afrique, regorge de figures qui peuvent être vraiment, voilà, exhumées et montrées à la jeune génération. Parce que là, actuellement, tel que les curricula sont établis au niveau de l'éducation, parce que nous, on reçoit ici beaucoup d'élèves, mais des fois, on les voit faire des chorégraphies, des trucs. Je dis que mais on devait vraiment aider ces enfants à beaucoup plus assimiler les mathématiques et autres. Parce qu'ils ont vraiment l'imagination féconde, ils nous font de ces créations. Donc si on mettait cette touche culturelle par rapport à l'éducation, on pourrait s'en sortir. Et ça répondra à la question de l'extraversion, que ces jeunes, après les études, vont vouloir aller au niveau de l'autre côté. Parce que le président de la République, il a fait ses enseignements ici, hein, et il a réussi, et il est devenu président de la République. Il n'a pas fait ses études ailleurs. Donc on le cite tout le temps en exemple pour montrer à la jeune génération qu'il est possible de rester ici, de faire ses études, mais aussi de réussir, surtout. Et c'est un dilemme, là vous posez un cas assez compliqué. Pourquoi? Parce que justement c'est cette génération qui a la possibilité, en tout cas en général c'est vu comme une évidence pour eux d'aller continuer les études ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est vu comme mieux. Les choses qu'on va chercher là-bas ont plus de poids, soi-disant. Les diplômes universitaires qu'on ramène de là-bas, et des fois, il y en a beaucoup qui restent, il y a beaucoup de la diaspora qui ne revient pas, on parle de fuite des cerveaux et tout. C'est quelque chose qui est tellement profond, je pense, même lorsqu'on revient et qu'on montre ou bien qu'on dit qu'on a fait nos études ailleurs, la manière dont on est reçu est souvent différente. C'est comme s'il y avait toujours ce complexe de oui, tu as fait l'université de Paris ou des États-Unis ou du Canada, etc. Comment arriver à enlever ça? Je pense qu'avec Madiba Institut, vous travaillez beaucoup sur ça, non, monsieur? Oui, nous travaillons sur ça. Il faut savoir que nos établissements, le groupe ISM et tant d'autres écoles, ont vu le jour justement pour apporter des réponses plus ciblées à des questions managériales, à des questions professionnelles qui interpellent le cadre africain. Les enseignements que l'on reçoit dans d'autres pays peuvent parfois, dans certains domaines, être en décalage avec nos réalités. Donc, le groupe ISM a vu le jour pour contribuer à former des cadres au service des entreprises africaines. C'est une réalité. Le Madiba Leadership Institute est venu justement pour s'inscrire et renforcer et conforter cette vision et cette approche panafricaniste. Moi, je vois deux choses. D'une part, je vois qu'il y a un peu moins. Je pense que la situation qu'on avait dans les années 80, 90, 2000 même, est en train d'évoluer. On a moins le complexe des diplômes étrangers. De plus en plus, un étudiant qui sort de l'ISM, un étudiant qui sort de l'UCAT, qui sort de l'UGB, qui sort de nos différentes facultés, dans l'entreprise, il parvient à atteindre la station de responsabilité la plus élevée. Donc, ce mysticisme, enfin, pas ce mysticisme, mais ce mythe qui entourait le diplôme étranger, il est en train de disparaître. Après, c'est bien que les étudiants africains aillent étudier dans les plus prestigieuses universités au monde. Moi, je m'en réjouis toujours. D'ailleurs, quand les étudiants viennent nous voir, nous leur montrons les possibilités d'expérience à l'international qui existent. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne peut pas se développer en étant enfermée sur elle-même. Il faut que nos hommes, nos femmes puissent vivre en Afrique, que d'autres puissent vivre ailleurs, et que l'on puisse bénéficier de ce qu'a été leur expérience ou de ce qu'est leur expérience à l'international. Donc c'est une bonne chose que nous apprenons à aller dans ces grandes universités. Ce qui n'était pas bien, c'est ce manque d'égalité des chances qui existait entre celui qui est diplômé d'une université africaine et celui qui est diplômé d'une université européenne ou étrangère. Et pour moi, cela est en train de fondre.
Cela est en train de fondre. Dans notre école, on a des diplômés qui occupent les stations les plus élevées au niveau de toutes les entreprises, dans tous les secteurs, qui sont en train de faire des carrières remarquables. Je pense qu'aujourd'hui, à compétences égales, le diplôme étranger ne fait plus trop la différence. Et plus nous allons avancer, plus ce mythe va progressivement fondre. Il a donné l'exemple du président de la République. Il y a tant d'autres personnalités au Sénégal, de chefs d'entreprise qui ont pu construire des empires, d'entrepreneurs qui ont pu construire des choses remarquables en restant au Sénégal, en bénéficiant de l'expertise sénégalaise qui est l'une des meilleures expertises au niveau du continent sur ces questions-là. Après, il y a toujours des chantiers. Les chantiers, c'est qu'on puisse offrir aux apprenants qui restent au niveau du continent un niveau de service. Et le service, c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement l'enseignement, c'est l'encadrement, c'est les opportunités, c'est la professionnalisation. Qu'on puisse leur offrir un niveau de service qui rivalise avec les meilleures prestations des meilleures universités. Et là où, excusez-moi, je ne vous coupe pas, mais là où le bas blesse, c'est que même souvent, c'est vrai, il y a une certaine évolution, il faut le voir. On reconnaît, il y a de prestigieuses écoles ici au Sénégal, il y a de prestigieux instituts culturels ici au Sénégal qui sont importantes pour justement cette reconnaissance de notre culture et de nos valeurs. À côté de ça, souvent, lorsqu'on vient de la diaspora et qu'on discute en général, 60% des gens, je vous donne un scénario, les études ont été faites ailleurs, après, je ne sais pas, 5-10 ans de vie en Occident, on revient au Sénégal pour travailler. La réponse est l'OFIDEF. Pourquoi tu es rentré? Ici, il n'y a rien. C'est cette mentalité, en fait, qui est tellement profonde et qui est assez problématique, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faut rompre avec ce discours-là de dire que, voilà, vous venez de l'étranger, pourquoi vous ne pouvez... Voilà. Non. Nous, on dit que venez ici, il fait bon vivre. Parce que l'étudiant qui quitte Dakar pour aller quelque part dans le monde sera confronté à un choc culturel. Parce qu'il quitte son continent, son pays, son, comment on l'appelle encore, terroir, pour faire face à des rigueurs climatiques. Supposons qu'il soit en Sibérie ou bien, voilà. Là aussi, c'est des changements aussi qui vont influer aussi sur ça. Donc, nous, c'est pas, bon, on est contre le modèle de l'autre côté, parce que moi-même, j'ai eu à faire mes enseignements à l'étranger, mais j'ai appris parce que c'était un cadre vraiment panafricain, parce que c'était une école inter-État, où on a plusieurs nationalités africaines. Nous, on a la chance de faire notre enseignement à l'étranger et on a appris dans un cadre vraiment où il y avait une diversité culturelle, ce qui a été un atout pour notre réussite. Mais tel n'est pas le cas pour un étudiant qui soit, je ne sais pas, en Sibérie ou bien dans un pays où les règles climatiques sont telles qu'il a même envie de rentrer chez lui. Voyez-vous? Donc il faut vraiment parler avec ces jeunes, leur dire qu'il y a une potentialité qu'il y a là. Presque, bon, vous voyez tous les grandes, comment on l'appelle encore, les pays les plus développés, ils ont mis l'accent sur la culture. Je donne l'exemple sur la Chine. Il y a beaucoup d'étudiants chinois qui partaient aux États-Unis. Maintenant, ils restent chez eux. Oui. Parce qu'ils partaient à l'étranger chercher un modèle, alors que chez eux, ils avaient un modèle. Donc on est dans une situation où l'élève, l'étudiant doit comparer ce qu'il y a. D'où on parle de transfert de technologie et autres. Donc nos États doivent investir, voilà, pour qu'on puisse avoir des établissements aussi qui répondent selon les critères qu'on a de l'autre côté. Madeba Institute aussi est dans cette veine. En tout cas, nous vous encourageons pour tous les efforts que vous faites pour la formation de nos jeunes leaders africains. Alors sur le sujet, si vous permettez, l'OFIDEF, ça renvoie à l'afro-pessimisme parfois qu'on retrouve dans plusieurs milieux, y compris dans les organisations professionnelles. Après, derrière tout discours, il faut voir la part d'exagération, la part de pessimisme, comme nous l'avons dit, mais aussi la part de vérité. Parce que certains qui reviennent, qui sont formatés suivant des systèmes où la culture de la performance, où certaines règles de ponctualité, de discipline dans le travail sont des valeurs centrales et cardinales, peuvent avoir du mal dans certaines organisations
au niveau du continent. Il faut le dire. Oui, il faut le dire. Il faut autant être fier de ce que nous sommes et de ce que nous avons, mais aussi avoir parfois le courage de faire un diagnostic objectif des défis qui nous interpellent. Oui. Et parmi les défis qui nous interpellent, la question de la performance, elle est fondamentale. La question de l'amour du travail nous interpelle. La question de la ponctualité nous interpelle. Même dans la vie de tous les jours, la question de la discipline nous interpelle. Et je vous le dis, quand on voit les administrations, par exemple, quand on est ailleurs, qu'on a besoin d'un papier administratif, il est sorti rapidement. Ici, il faut courir derrière les instituts, il faut revenir. Beaucoup de gens disent les gens ne travaillent pas, rentrent dans les bureaux à 11h, à midi, et ensuite c'est le déjeuner, puis à 4h ils sont partis. C'est compliqué. Il y a des réalités assez compliquées quand même, il faut le dire. L'instauration des règles et pratiques de gouvernance, de bonne gouvernance, même dans les entreprises privées, de gouvernance d'entreprise, l'introduction de règles de performance, d'évaluation objective qui permettent à chacun de pouvoir s'épanouir, mais en étant évalué par rapport à ses performances, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Nous avons des défis réels. L'entreprise africaine est aujourd'hui confrontée à des défis. Il y a de la créativité, il y a un potentiel extraordinaire sur les questions liées à l'innovation. Nos entrepreneurs sont extrêmement brillants. L'intelligence étant la chose la mieux partagée au monde, nous avons des intelligences lumineuses qui sont en train d'impulser des dynamiques de changement formidables. Mais cela n'occulte en rien les défis qui nous interpellent sur les sujets qui sont évoqués. Les questions de travail, de performance, de discipline, ce sont des valeurs qui permettent le développement. Vous avez des pays qui n'ont pas de ressources naturelles extraordinaires. Le Japon est un pays qui s'est développé à travers son capital humain. Vous prenez le miracle asiatique, c'est le miracle de ce que le capital humain peut faire. Et dans nos pays, il y a d'énormes chantiers. Pour venir à votre lieu de travail, pour venir ici au Centre culturel Blaise Senghor, combien de personnes avez-vous vu quand le feu rouge est allumé, violer le feu rouge? Combien de personnes voyez-vous monter sur les trottoirs? Les trottoirs, combien de personnes voyez-vous jeter des ordures dans la rue? Mais comment l'on peut dire qu'on s'achemine vers une dynamique de développement par la conception européenne du développement qui est la leur? Nous pouvons avoir notre conception de ce qu'est le développement, ou l'appeler autrement, qui soit le reflet de la trajectoire et de la destination que nous voulons pour notre continent. Exact. Et je suis convaincu que dans cette destination qui est la nôtre, on ne pourra jamais faire abstraction de la discipline, de la citoyenneté, de l'amour du travail, du culte de la performance. Et c'est des éléments qui peuvent faire défaut dans beaucoup d'organisations africaines. Même le vivre ensemble est compromis, parfois, par des comportements, par des actes de la vie de tous les jours. Et mettez-vous à la place de la personne qui vient d'ailleurs. Tout à fait. Qui vient dans un environnement où les gens respectent les feux rouges, où même quand il n'y a pas de voiture qui se pointe à l'horizon, les gens attendent. Et sans vous couper, même si on est sénégalais, il suffit de vivre 5 ans ailleurs et de revenir pour avoir ce choc de waouh. Les choses se passent de cette manière. Il y a des défis. Et je suis content que vous ayez relevé ça. L'exemple de la Chine et du Japon, de l'Asie que vous avez donné, en fait, ce qu'on retrouve souvent en Chine, c'est surtout aussi ce patriotisme. Parce que les Chinois vont travailler partout. Partout dans le monde. Beaucoup d'entreprises chinoises ont construit beaucoup de bâtiments ici au Sénégal. Mais ce qu'on retrouve souvent, c'est que tout retourne en Chine. Donc je ne sais pas si c'est l'éducation, si c'est cette capacité à avoir développé ce patriotisme, cet amour de leur pays et cette discipline, cet amour du travail aussi qui fait ça, mais peut-être qu'on devrait, on devrait se poser la question. On va parler un peu économie, si vous le voulez bien. On ne peut pas parler de panafricanisme sans parler d'institutions comme la CEDEAO, qui a été créée en 1975. Et à sa création, son objectif, justement, c'était cette unité financière entre les pays de l'Afrique de l'Ouest. Bon, après, la CEDEAO s'est aussi mise dans d'autres combats comme le maintien de la paix, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, si on devait faire un bilan de la CEDEAO, avec tout ce débat justement qu'il y a derrière le franc CFA, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Alors, moi je suis heureux d'avoir entendu les leaders de la CEDEAO annoncer une monnaie au niveau de la zone pour 2021. C'est une
c'est une très bonne nouvelle. Je pense que cela peut marquer une dynamique économique nouvelle, un renforcement de la politique d'intégration, la circulation des biens, des hommes, des services. C'est un élément important parce que la circulation, malgré le fait qu'elle existe au niveau des documents officiels, elle n'est pas effective. Combien cela coûte aux citoyens sénégalais de se rendre dans certains pays d'Afrique? Très cher. Plus cher que d'aller au niveau de certains pays européens. Si on ne règle pas ce problème de la circulation, et tous les acteurs dans cette circulation sont interpellés, les moyens de transport, les routes interpays, les compagnies aériennes, si on ne règle pas ce problème, la circulation n'est pas effective. Il n'y a pas de flux financier entre pays membres d'une même zone économique, donc ces pays restent extrêmement faibles et malgré l'existence d'une union économique, malgré l'existence d'une communauté économique, nous restons encore extrêmement dépendants vis-à-vis des partenaires occidentaux. Donc, j'ai été très heureux, moi, d'entendre que nous nous acheminons vers une monnaie unique en espérant que les politiques préalables qui vont renforcer la circulation des hommes, des biens et des services seront également implémentées avant cette monnaie. Mais justement, parce que le vrai problème, le débat autour du franc CFA, et c'est même culturel. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas propriétaires de notre monnaie à l'heure actuelle. Culturellement parlant, c'est un vrai problème qui affecte notre économie, n'est-ce pas, M. Ndiaye? Tout à fait, oui, parce que notre économie en souffre, parce qu'on a une économie extravertie, et quand on doit exporter, nos pauvres pays en souffrent beaucoup. Donc c'est une question qu'il faut régler, mais aussi on a des garanties. Toutes nos ressources sont de l'autre côté aussi. Ça aussi, c'est ça qui fait que les gens militent pour ce que l'on puisse rapatrier, imprimer notre propre monnaie. Ça aussi, c'est des questions de souveraineté et le débat est là, qui mérite aussi d'être... Voilà, parce que porté à une large diffusion, parce que tout le monde ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Mais on perd beaucoup dans les exportations, alors qu'on a des économies sous perfusion, donc il nous faut maximiser nos ressources. Ouais. Et est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette annonce de 2021 pour notre propre monnaie? Bon, ça aussi, il nous faut régler cette question. Parce qu'aussi, au-delà de la circulation des personnes, des biens et voilà, ça doit être une réalité. Pour qu'on n'ait plus à nous demander ces tracasseries au niveau des frontières. Nos artistes en souffrent beaucoup parce que des fois, on est invité quelque part, mais on nous dit que voilà, vous devez avoir un truc de transit et autres. Donc, c'est des questions qu'il faut vraiment régler. Et avoir aussi notre propre monnaie. Ça, c'est souhaitable. Pourvu que ça se réalise. Alors, moi j'aimerais que vous laissiez un message à la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous avons un peu effleuré le sujet tout à l'heure de pessimisme quand vous avez parlé. Lorsqu'on parle à notre jeunesse, qu'elle se trouve ici ou ailleurs, que ce soit la diaspora ou les Africains qui sont ici, il y a cette désillusion, je pense, et ce manque d'optimisme par rapport à l'avenir de notre pays, que ce soit l'avenir politique, économique ou social. Il n'y a pas cet engouement et cette envie de reconstruire les choses. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de jeunes se disent que les choses sont faites et qu'il y a un cercle vicieux qui est installé par rapport à tous les éléments qu'on a partagés durant cette émission. La motivation, ils la cherchent où? Et justement la croyance que les choses peuvent s'améliorer financièrement, etc. Alors, c'est une question qui renferme plusieurs éléments. Vous avez parfaitement raison. On a une jeunesse optimiste, créatrice de valeurs, innovante, et on en a aussi beaucoup d'autres qui doutent de lendemain meilleur, qui n'attendent plus rien des gouvernants. Exact. Parce qu'au niveau du continent, force est de reconnaître que beaucoup de gouvernements ont failli à leur mission. Ils n'ont pas pu susciter un espoir, et certains n'ont pas su, quand l'espoir était en berne, restaurer cet espoir. Donc la conséquence,
c'est qu'il y a une désillusion, il y a un pessimisme, il y a un manque d'espoir. Une nation ne vit pas sans espoir. Donc, pour consolider cet espoir, il faut des actes forts. Il faut des actes forts à tous les niveaux. Vous avez parlé des organisations communautaires de la CEDEAO. L'Afrique a plusieurs organisations communautaires et ces organisations-là gagneraient à être renforcées. Mais renforcées comment? Quand une organisation communautaire existe, c'est parce qu'un État a accepté de faire un transfert de souveraineté. Vous en parliez tout à l'heure quand vous évoquiez le cas des pères fondateurs de nos nations. Est-ce qu'ils ont accepté de se dénuer de certains de leurs pouvoirs, de se diluer pour renforcer ces organisations panafricaines? Donc je pense que ces organisations doivent être plus renforcées. On doit veiller au strict respect des contenus de ces accords qui existent. Appliquer les décisions de ces cours de justice communautaires, c'est des problèmes. Certains pays refusent d'appliquer certaines décisions de cours de justice communautaire et tout cela fragilise ces organisations. Donc il faut que l'on soit plus conséquent avec nous-mêmes et plus respectueux des normes établies. À côté de cela, moi je suis convaincu qu'il faut un leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est des hommes, des femmes qui partagent une vision commune de ce que doit être le développement et qui sèment dans le tissu social les graines de la transformation. Dans tous les grands changements qui sont intervenus, dans tout changement de paradigme, il y a des hommes et des femmes qui partagent des valeurs communes. Je partage des valeurs avec mon ami. Quand il parle, je me retrouve dans ce qu'il dit, parce qu'il y a une vision partagée sur plusieurs sujets culturels, sur plusieurs sujets éducatifs. Le travail qui se fait à Blaise Senghor est remarquable et dans tant d'autres organisations. Donc il faut que ces acteurs-là, qui ne sont pas toujours des acteurs politiques, puissent semer dans le tissu social les graines de la transformation. Ouais. Et ces graines permettent de restaurer l'espoir. Et je suis heureux que les intellectuels africains l'aient compris. Quand on regarde les ateliers de la pensée qui se réunissent chaque année à Dakar, c'est quoi? C'est une revendication d'un leadership africain plus fort. Des penseurs se regroupent et disent « Oui, l'Afrique a des solutions à ces problèmes. Les solutions ne viendront pas d'ailleurs, viendront de nous-mêmes. Et nous penseurs, nous intellectuels, nous acteurs de la vie sociale, mais c'est un cercle fermé, on peut élargir. Nous ouvriers, nous travailleurs, nous avons des solutions à ces problèmes. Nous pouvons, où que nous soyons, essayer d'apporter nos réponses aux problématiques qui interpellent nos communautés. Ça commence au niveau de la cellule familiale, ça commence au niveau du quartier. Il y a des dynamiques. Le challenge clean-up, c'est quoi? C'est des solutions qu'on apporte à la question de l'insalubrité. Ça va peut-être se développer et créer une nouvelle culture citoyenne. Et tant d'autres initiatives. Les réseaux sociaux jouent un rôle dans la diffusion de cette conscience citoyenne nouvelle qui va nous permettre de restaurer l'espoir. Les écoles jouent leur partition, jouent leur rôle. Les émissions télévisées jouent leur rôle. Et je suis heureux qu'une émission comme celle-là existe parce qu'on se rend compte qu'à côté de l'amusement, qu'à côté de ces programmes du divertissement, il y a également de la réflexion à apporter. Il y a des idées à semer, à faire diffuser, à faire circuler pour permettre les conditions du changement. C'est très profond ce que vous dites, la restauration de l'espoir avec le travail ensemble de chaque couche de la société. Rapidement, Monsieur Ndiaye, quel est votre message, j'imagine culturel, à la jeunesse d'aujourd'hui? Par rapport à la jeunesse, je vais inventer une formule du président Senghor. Cette civilisation de l'universel, ce rendez-vous du donner et du recevoir. Actuellement, on assiste à ce rendez-vous-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner, qu'est-ce qu'il faut recevoir? Par rapport à cette jeunesse, il faut qu'ils soient ancrés dans leur propre culture, qu'ils aient leur identité, qu'il n'y ait pas ce complexe face à des, je sais pas, entreprises chinoises ou bien et autres. Voyez-vous, on doit affirmer notre identité, montrer qu'on est africain, on est fier. On vient tout simplement apporter de la plus-value. Parce que vous avez certes la technologie, vous avez le numérique, vous avez tout, mais nous aussi, on a des atouts à faire, voilà, à montrer à la face du monde. Donc, il appartient à nos gouvernants, à nous autres, d'unir tous nos efforts pour qu'on puisse armer ces jeunes-là. Côté artistique, là, pour qu'on puisse vraiment prendre les éléments du numérique, pour qu'on puisse diviser notre culture, pour qu'on puisse apporter de la plus-value à l'économie. Parce que la culture, oui, actuellement, on parle d'économie de la culture. Donc, on doit œuvrer pour l'émergence d'industries créatives culturelles.
pour que la culture, pour que les artistes puissent vivre de leur art. Et ça, c'est possible. Tous les tableaux que vous voyez là, si on vous dit le prix, vous n'allez même pas en revenir. Donc, il faut vraiment communiquer. On est dans une société de communication et dont nos jeunes, à ce qu'ils puissent avoir ces éléments de communication, mais non pas pour l'entertainment, l'amusement, mais aussi pour vraiment se cultiver, pour se développer et développer notre continent. Vraiment, c'est notre volet le plus ardent. Alors, je pourrais discuter avec vous pendant des heures, des jours, il y a tellement à dire. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. Et justement, j'aimerais terminer en 2 minutes avec un petit jeu pour détendre un peu l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'on a soulevé des sujets tellement profonds. En 2 minutes, ce que je vais faire, c'est qu'à chacun d'entre vous, je vais vous poser des questions et vous devez faire le vide dans la tête et répondre très rapidement. D'accord? En militant. Oui. Alors, je commence par vous, monsieur Faye. Vous avez fait le vide? D'accord. Alors, vous répondez sans réfléchir. Piscine ou plage? Plage. Vous prenez trop de temps. Bon, je vais être plus rapide, Voilà. plus réactif. Piscine ou plage? Plage. Sable ou mer? Mer. Tchèboudjon ou Yassa? Tiaboudian. Franc CFA ou monnaie unique? Monnaie unique. Madiba ou Senghor? Madiba et Senghor. Et Senghor, En bon d'accord. sérieux, je ne peux pas ne pas dire et Senghor. C'est parfait, c'est parfait. Alors, Top. monsieur, vous êtes prêt? Ouais. D'accord. Piscine ou plage? Plage, Sable ou mer? mer, Tchèboudjon ou Tchou? tcho, Culture ou éducation? culture, D'accord. Senghor ou Sékou Touré? les deux. Merci beaucoup à tous les deux, monsieur Samuel Faye. Les deux, parce que lui, il a sa monnaie, hein, parce qu'on devait même l'évoquer Sékou Touré. Voilà. Je l'avais complètement oublié. Et puis Kadhafi, on n'a pas aussi parlé de Kadhafi, parce que ma position ne me permet pas d'entrer en profondeur sur les questions économiques. C'est lui qui devait parler de ça. On va peut-être faire une deuxième émission Voilà. et on va parler de tout ça, un peu plus en plaisir. profondeur. En tout cas, merci monsieur Samuel Faye et merci monsieur Baladjaï. C'était excellent. Je suis contente de vous avoir reçu sur le plateau. Vous avez suivi votre émission Idées sur ITV. Cette émission où nous avons des débats de fond sous la bonne forme. On vous donne rendez-vous prochainement. oto njiitu réew mi tak